Puis écoutez, pendant ce temps-là, les gens continueront à se promener de salle, à l'autre salle. Ouais, bonjour, l'autre salle est active. Puis la présentation a commencé dans l'autre salle aussi. Merci. Bon, mais parfait. Est-ce que vous m'entendez bien? J'espère que oui. Bienvenue tout le monde à la présentation. On va essayer d'être efficace, étant donné qu'on a perdu un peu de temps, mais on va essayer quand même de vous donner de l'espoir aujourd'hui. Dans le fond, Pénélope, Stéphane et moi, nous allons vous présenter aujourd'hui notre sujet au niveau du maintien et retour en emploi aux études, parce qu'effectivement, il y a de l'espoir au travers de ce qu'on a présenté tout à l'heure. Bien, finalement, il n'y a pas juste la médication, on va le voir, il y a plusieurs services qu'on peut aussi offrir pour aider nos jeunes à retourner au travail rapidement. Donc, juste pour faire une petite introduction, moi, je suis ergothérapeute ici à la clinique Notre-Dame-Victoire, une des équipes PIPEP dans la région. Donc, évidemment, on Deuxièmement, je ne pouvais pas enregistrer, même en étant co-host, en étant Laurent 2 dans la réunion. Je pense que Nicolas… Laurent, je pense qu'on t'entend. Nicolas parle par-dessus moi. Nicolas. Donc, la mission, évidemment, c'est évaluer le traitement de la psychose. Nous aussi, on a fait une petite présentation, Marc-André aussi, qu'est-ce qu'une clinique PIPEP. Donc, évidemment, ce qui est peut-être important aussi de noter, c'est qu'on travaille ici en gestionnaire de cas. Donc, chaque jeune est associé à un intervenant spécifique, puis on répond aux besoins à la personne là, pour le suivi, souvent qui est de 2 à 3 ans ici. Donc, évidemment, si on rentre dans le vif du sujet, ici à la clinique, on offre un soutien, bien entendu, pour que les personnes puissent retourner au travail dans un contexte aussi pour les aider à les motiver malgré leurs difficultés en lien avec la maladie. Évidemment, il y a des facteurs qui influencent aussi le niveau d'occupation au cours du suivi. Donc, juste pour un peu vous illustrer comment on y arrive là, rapidement, d'abord, évidemment, on va parler qu'on met peu d'incitatifs à ne pas travailler, c'est-à-dire que si les jeunes ont des besoins de base accomplis, comme par exemple payer un logement, etc., c'est une motivation importante, il faut le considérer. On encourage aussi beaucoup les familles à rendre la personne autonome financièrement. Donc, oui, donner un certain support, mais pas trop prolongé, qui amènerait la personne à perdre la motivation à aller travailler. Finalement, pour être conséquent avec notre philosophie, on ne signe pas de certificat d'invalidité prolongée, à moins que ceci soit vraiment démontré. On va donner plutôt la chance à la personne de faire des essais, de voir comment elle réussit avant de signer un certificat d'invalidité prolongée. Il y a évidemment aussi des interventions spécifiques pour insertion au travail des études. On va avoir quelques-unes ici à la clinique, mais on ne pourra pas tout passer. Finalement, on a beaucoup de services, mais on va se concentrer beaucoup aujourd'hui sur le maintien au travail aux études. Puis enfin, il faut considérer aussi qu'il y a un nombre varié de ressources de réinsertion pour les jeunes. Donc, évidemment, on sait que c'est beaucoup plus élevé lorsqu'on attend plus tard dans la vie. Donc, on est peut-être mieux justement d'en profiter. Puis évidemment, avec la présentation de Stéphane puis de Pénélope aujourd'hui, on va démontrer un petit peu qu'est-ce que le type de partenariat qu'on peut faire aussi avec nos équipes en communauté. Donc, évidemment, il y a des composantes efficaces au support à l'emploi. Grosso modo, évidemment, on va axer souvent les services vers les emplois compétitifs. Hein, on va essayer peut-être moins axer sur les services plus prévocationnels comme les ateliers et plateaux de travail. Pourquoi? Parce que justement, on parlait de sens tantôt. On veut vraiment les aider le mieux possible là, à pouvoir récupérer leurs activités qu'ils avaient souvent avant. Puis évidemment, on peut intégrer une équipe vocationnelle. Nous, on travaille ici à la clinique beaucoup quand même avec nos jeunes pour le travail et les études, mais d'un point, on a besoin un petit peu plus d'intensité. Puis c'est pour ça aujourd'hui, on fait une présentation conjointe, puis vous allez voir avec Pénélope aussi. L'IPS, qui, comme Marc-André disait tantôt, c'est l'équipe PIS avec qui on fait affaire, des fois qu'on veut offrir un petit peu plus d'intensité ou des fois parce que le jeune a différents problèmes, donc on ne peut pas nécessairement tout régler en même temps. Donc, on va essayer de séparer un peu les choses. Puis des fois, ça fonctionne très bien. D'ailleurs, il y a une étude en Australie qui démontre que 71% des jeunes à l'emploi, lorsqu'on combine justement une équipe comme ça à une équipe comme la nôtre, versus 48% là, pour une équipe PIPEP Sud après 6 mois.
Évidemment, on parle de support continu, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas parce que le jeune est à l'emploi qu'on se frotte les mains et tout est terminé, loin de là. Souvent, on parle justement de la mitigation, mais souvent, ça fait partie du terreau de la réadaptation. Donc, évidemment, on peut penser qu'on traite un jeune, tout va bien, et là, on arrive au travail, oups, là, l'anxiété arrive, je m'endors, je ne suis pas capable d'ouvrir la marchandise. Donc, c'est important justement de bien ajuster le traitement. Ça va ensemble, en fait, finalement. C'est pour ça que la clinique peut rapidement ajuster ça. Et on n'attend pas, on parlait tantôt de rétablissement, mais il ne faut pas oublier nos jeunes qui nous arrivent ici. Souvent, ils travaillaient avant, ils faisaient quelque chose, là. Donc, on évite, on veut faire ça rapidement parce qu'on veut éviter que les symptômes négatifs s'incrustent. On a parlé quand même beaucoup ce matin. Bien, ça, c'est le temps joue un peu contre eux, là. Si on laisse ça aller trop longtemps, ça s'incruste. Puis c'est pour ça qu'il faut avoir un peu cette philosophie-là de mettre la gomme, comme on dit au départ. On pourrait penser que, ah oui, il faudrait régler la consommation, il faudrait régler les symptômes, il faudrait que tout ça soit parfait. En fait, on sait très bien que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, notre philosophie aussi, la recherche d'emploi, c'est qu'on ne va pas nécessairement attendre que la consommation, il n'y en ait plus, puis que ça aille parfaitement au niveau de la maladie. Au contraire, on vient de dire un peu, souvent, la recherche d'emploi va amener une motivation, même à l'emploi. Des fois, on va le voir un petit peu plus tard, que ça peut justement aider justement à la gestion de la conso et de la maladie. Évidemment, je vous parlais tantôt de quelques exemples d'interventions spécifiques. Il y en a plusieurs. On peut faire beaucoup de choses ici à la clinique. Mais si on veut se concentrer un petit peu plus au niveau du maintien à l'emploi, bien évidemment, on fait de l'observation. Donc, on a des groupes dans les équipes PIPEP. Il y en a aussi. On fait de l'observation au niveau de leur démarche, comment ils s'y prennent dans les rencontres, comment ils se comportent. On peut faire des évaluations aussi en ergo quand on se questionne encore plus, puis on veut mieux orienter, puis mieux comprendre c'est quoi les enjeux. Souvent, on n'en parlera pas peut-être aujourd'hui, mais les enjeux de mobilisation, c'est quand même assez important aussi dans la maladie, étant donné que, oui, on parle des problèmes cognitifs, mais les enjeux de mobilisation sont souvent au premier plan. Outreach, on a parlé, évidemment, on essaie d'aller dans le milieu, dans l'environnement, essayer de se mettre un petit peu dans le mouvement du jeune, de voir qu'est-ce qui se passe ou c'est quoi son environnement, c'est quoi le contexte. L'entretien motivationnel, bien entendu, la gestion des stresseurs, on en parlait tantôt, c'est un travail qui se fait tout ensemble. Puis évidemment, l'accommodement, Pénélope va nous en parler un petit peu plus, mais ça se peut, nous, on en fasse aussi, il ne faut pas oublier au niveau des études, mais les accommodements, on en fait. Donc, des fois, on peut être juste en coulisses, des fois, on peut demander si le jeune est à l'aise qu'on puisse collaborer avec l'employeur. Donc, des fois, ça peut être des petits ajustements. J'en ai un justement jeune hier, là, ça ne fonctionnait pas du tout là, avec son boss qui est très, 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 très exigeant. Donc, c'est des choses qu'on peut travailler ensemble. Puis évidemment, bon, je n'irai pas plus loin, mais la psychologie et d'autres services aussi qui peuvent aider en complément au niveau du jeune qui veut retourner à l'école ou au travail. Évidemment, il y a des obstacles, hein, on sait, on en connaît plusieurs. Des facteurs psychologiques, par exemple, les habitudes de vie, bien entendu. Bien, si on veut composer avec les obstacles, bien, dans le fond, ici, aujourd'hui, ce que je trouvais intéressant, j'aurais aimé vous illustrer quelques expériences de certaines de nos jeunes ici à la clinique là, qui vivent justement des enjeux par rapport à l'emploi et aux études. Donc, moi, j'en ai un ici, un jeune qui après une psychose, hospitalisé. Pour lui, là, tout était terminé, plus jamais il retourne à l'école, je ne travaille plus, j'ai tout perdu ma confiance, ça ne marche pas. Donc, je ne me sentais pas capable de reprendre le travail. Mais en même temps, quand on s'intéresse à la personne un peu plus, il y avait un grand intérêt à travailler avec les enfants. Donc, évidemment, c'est de voir ensemble qu'est-ce qui pourrait le rapprocher de tout ça. Donc, vous illustrez un petit peu qu'on ne va pas nécessairement vers une démarche d'emploi, mais lui, il a eu même la propre idée de dire cet été, j'aimerais ça peut-être aller aider des enfants dans un camp d'été comme bénévole. Il a vu ça passer et il a dit bon, OK, j'y vais. Donc, il s'en va là, c'est super. Moi, j'étais vraiment content qu'il puisse vivre cette expérience-là. Puis, après quelques jours, là, il était tellement bon qu'ils l'ont engagé. Donc, il était devenu de bénévole un employé.
Donc, lui-même s'est fait prendre par surprise. Puis, bien évidemment, son témoignage, ça m'a aidé à me retrouver, à donner un sens à ma vie. Et aujourd'hui, je peux vous dire, je l'accompagne encore et il va s'inscrire au cégep parce qu'il va être éducateur spécialisé à la petite enfance. Donc, tout ça peut dire, par quoi je commence, mais ça peut illustrer qu'il n'y a pas un chemin vraiment parfaitement fait tout le temps. On peut naviguer au travers de différentes situations pour aider les jeunes. Tantôt, on parlait de la conso. Ben, moi, j'ai un autre jeune, lui, il consomme. Ben, il voulait travailler. Bon, ben, parfait. Ben, évidemment, c'était son témoignage. Le cannabis nuit à ma motivation. Je considère que j'ai commencé à mieux fonctionner au travail quand j'ai commencé à mieux contrôler ma consommation. Donc, il s'est rendu compte plus des impacts négatifs quand il était en action que quand il était dans sa chambre, dans le sous-sol, en train de fumer chez ses parents. Les impacts, il les voyait pas mal moins. Donc, effectivement, c'est un allié, finalement, le travail là, pour travailler ces aspects-là. Ben, bien entendu, composer avec les obstacles peut se faire aussi en collaboration, comme je disais tantôt, avec nos partenaires. C'est super précieux, c'est super important. Donc, là, je vais passer la parole à mes collègues qui vont présenter aussi leur service en soutien à l'emploi aux études. Puis, dans le fond, c'est une collaboration qu'on se fait ensemble. Des fois, on ne peut pas tout connaître. Il y a des nouvelles choses qui arrivent. Le réseau, il est grand. Donc, je passe la parole à Stéphane qui va nous présenter, lui, le Pavois, dans le fond, qui est un organisme avec qui on fait affaire ici à la clinique. Alors, bonjour à tous et à toutes. Peut-être un petit peu pour mettre la table, le Pavois est un organisme communautaire dans la capitale nationale qui existe depuis une trentaine d'années. Nous, notre mission, c'est d'accompagner, de soutenir des gens qui ont un projet ou qui désirent développer un projet socio-professionnel ou scolaire. Donc, on travaille beaucoup avec l'approche du rétablissement et le modèle des forces pour accompagner ces personnes-là. Bon an, mal an, dans les dernières années, là, on dessert tout près de 800 personnes pour ce qui est de la capitale nationale. On a différents services. Avec le temps, là, je n'irai pas là, de présenter l'ensemble des services, mais on a, oui, des services qui sont au niveau du développement d'employabilité. C'était principalement notre approche pendant longtemps. Puis, à la fin, autour de 2018, là, on a vu l'opportunité d'intégrer un projet pour implanter de l'IPS dans la capitale nationale. Ici, nous, c'est un projet de collaboration mixte entre des intervenants du réseau et des intervenants de deux organismes communautaires. Donc, nous, le Pavois et Croissance Travail. Donc, on a développé un projet qui s'appelle PIS pour Programme intégré de soutien à l'emploi. Ce qui veut dire que nous, on a 6 conseillers et chacun des conseillers est rattaché à une équipe dans la capitale nationale. Pénélope, par exemple, qui va présenter tout à l'heure, était rattachée au niveau de la clinique Notre-Dame-des-Victoires. On a des autres conseillers qui sont rattachés davantage à des équipes SIV de soutien d'intensité variable dans la communauté. Là, on est plus avec les CLSC à ce moment-là. Donc, l'idée, c'est beaucoup pour les conseillers, c'est d'intervenir pratiquement dans la sphère travail et dans la sphère financière pour vraiment accompagner la personne. Ce qui pourrait venir influencer, comme Jean-François disait tout à l'heure, le parcours d'intégration en emploi et de maintien. C'est là l'importance de collaborer là, avec soit le travailleur social, l'éducateur spécialisé, médecin, un autre professionnel qui demeure dans le parcours de la personne pour que le conseiller puisse vraiment s'occuper de la sphère travail. Donc, ça nous emmène vraiment à collaborer avec différents partenaires. Et Pénélope va nous parler davantage, elle, du rôle de conseiller PIS sur le terrain. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est à mon tour? Oui. Bonjour. Donc, c'est ça. Moi, j'ai travaillé plus avec la clinique Notre-Dame-des-Victoires. Juste pour vous mettre un petit peu la table, là, le programme PIS, dans le fond, donc, c'est vraiment le but d'aider les personnes ayant un trouble de santé mentale grave à intégrer et se maintenir sur le marché de l'emploi régulier. C'est important de parler de marché de l'emploi régulier. En fait, c'est les jobs que monsieur, madame, tout le monde pourrait avoir. Là. Il n'y a pas de subvention, ce n'est pas un plateau de travail, il n'y a pas d'intervenant là. Ce n'est pas de l'emploi adapté, donc c'est vraiment job que tout le monde pourrait avoir. Et on va bien entendu choisir selon les préférences de la personne. L'objectif premier, c'est vraiment de trouver un bon job match. On dit un job match, dans le fond, c'est que
dès les premières rencontres, nous, on va faire le tour de la personne, avec la personne, de ses goûts, de ses forces, de ce qu'elle a envie un peu d'atteindre au niveau du travail. Puis aussi, on va parler, évidemment, de ses limites. Est-ce qu'elle veut une job un peu plus calme, avec moins de bruit, où il n'y a pas trop de social, chacun a ses besoins. Puis on va essayer de faire matcher ça avec un emploi et un employeur aussi qui va bien fitter. Puis je vais vous dire que plus le job match est bon, meilleur le maintien va être après. Donc, c'est aussi de mettre en place des stratégies de soutien efficaces pour aider la personne à se maintenir en emploi. Donc, le but, c'est vraiment le maintien parce que de trouver un emploi, je dirais que c'est quand même assez facile. Puis la philosophie, là, vraiment, est différente aussi de ce que vous avez peut-être déjà entendu parler. C'est un programme, dans le fond, qui va, on appelle ça « Place and Train ». Dans le fond, c'est de mettre la personne dans l'emploi régulier très rapidement. Et si jamais il y a un problème, si jamais elle a besoin d'adapter, par exemple, d'être coachée un peu de façon psycho-éducative sur le savoir-être, le savoir-faire, mais on va le faire pendant qu'elle travaille. Contrairement à du train and place, où j'en ai fait aussi d'ailleurs, puis c'est correct, le service existe aussi, où là, on va entraîner la personne par le biais de stages. Puis lorsqu'on la juge prête ou qu'elle se sent prête, la personne, là, elle s'en va à l'emploi régulier. Et je vous dirais que pour la clientèle de jeunes, de première psychose, ça fonctionne mieux, Place than Train, parce que, on le disait tantôt un peu dans les autres conférences, plus le délai est long avant un retour au travail, plus ça va être difficile, en fait. Il va y avoir plus d'anxiété. Donc, de placer rapidement la personne, d'intégrer rapidement la personne, ça fait une réelle différence, là. Donc, les principes du modèle IPS, critères d'exclusion zéro, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe si la personne a toujours des symptômes, peu importe si la personne n'a jamais travaillé, si elle consomme aussi, on accepte les personnes. Le seul critère vraiment qu'on a, c'est la motivation à travailler. Puis, je vous dis que c'est assez majeur aussi dans les résultats que ça peut donner. Donc, si la personne veut vraiment aller sur le marché du travail. Donc, je le disais tantôt, des emplois compétitifs, sans subvention, et au moins au salaire minimum. C'est des services qui sont intégrés avec l'équipe clinique. Donc, nous autres, c'est l'équipe clinique, en fait, qui nous réfère une personne. Puis, on a une première rencontre souvent à 3, où là, on parle un petit peu des services, des rôles de chacun, puis la façon qu'on va fonctionner. Aussi, respect des préférences et des choix de la personne, c'est super important. On va essayer de s'y rapprocher le plus. Il faut rester réaliste parfois aussi avec aussi ce qui est offert comme emploi. On va aussi les aider dans l'assistance pour la planification des prestations. On parle ici de chômage, toute la paperasse. C'est quelque chose qu'on peut offrir. Et c'est une recherche d'emploi qui est rapide. Donc, dès que la personne est référée et qu'elle est acceptée et attitrée à un conseiller en emploi comme moi, par exemple, dans les 30 jours, déjà, on fait un premier contact avec l'employeur. Donc, le jeune ou la personne doit être prête à rentrer rapidement à l'emploi. Une partie du travail aussi chez les conseillers en emploi, c'est de développer des emplois, de faire des contacts en fait avec des employeurs pour leur expliquer notre programme, les sensibiliser à la santé mentale aussi. Donc, il faut développer un bassin d'employeurs potentiels qui connaissent notre programme. Et le soutien individualisé et continu, c'est vraiment un service en entrevue individuelle et on le continue tant et aussi longtemps que la personne en a besoin. Des fois, il peut y avoir des allers-retours, la personne perd son emploi, on va l'aider à retourner en emploi par la suite. Puis, si elle a besoin d'un maintien de façon prolongée, on peut le faire aussi si on juge que c'est pertinent pour la personne. C'est un programme qui marche bien. Donc, selon 16 études aux États-Unis, Canada, en Europe et en Australie, le taux d'emploi des clients desservis par le programme IPS est significativement plus élevé, donc 69 versus 25 du contrôle, sur une période de 2 ans. Donc, ça donne de très bons résultats, ce soutien intensif-là. Juste pour vous donner une petite idée, dans notre équipe, là, au mois d'octobre, on était une équipe réduite. Là, il y a eu un petit changement de déplacement de personnel, mais on suivait environ 36 personnes dans la capitale nationale. On a environ une douzaine, on peut accompagner une douzaine de personnes, là, chaque conseiller en emploi. De ce nombre-là, il y en avait déjà 50 qui étaient en emploi, donc qui étaient en emploi et qu'on suivait pour le maintien. Et 38,9 de personnes acceptaient de divulguer aussi leurs problématiques. Je vais en parler un petit peu plus tard, là, de la divulgation dans la prochaine étape. Donc, je vais vous parler plus de mon expérience un petit peu terrain.
quand le jeune arrive, c'est sûr et certain que c'est gros quand même faire un retour à l'emploi. Donc, autour de ça, il y a quand même beaucoup d'anxiété et de crainte parce que souvent, ça fait un petit bout qu'ils n'ont pas travaillé, la mise en action, est-ce que je vais être capable d'être à la hauteur, de trouver, est-ce que les employeurs vont, est-ce que je vais être capable de faire les tâches, d'avoir une certaine rapidité, parce que oui, je l'entends aussi beaucoup. Là, parfois, ça m'arrive d'avoir des difficultés de concentration ou tout ce qui est... il reste 10 minutes. 10 minutes, je vais me dépêcher. Donc, c'est ça. Donc, on les accompagne dans une première rencontre comme ça. Des fois, le trou dans le CV, ça peut être quelque chose d'épeurant aussi. Mais on est toujours capable, d'après ça, de les coacher pour qu'ils puissent être capables de passer à travers l'entrevue puis très bien justifier, surtout quand on est jeune, ça justifie bien. Et je vais vous avouer qu'actuellement, trouver un emploi, c'est facile. Il y a une pénurie de main-d'œuvre, donc c'est vraiment pas un problème de trouver un emploi. Tout ce qui est par rapport à la divulgation, c'est quelque chose qu'on parle avec, c'est une longue discussion parce que c'est une réflexion à avoir, parce qu'il y a des aspects autant positifs de divulguer que ça peut aussi avoir des aspects négatifs. Donc, c'est une réflexion selon la situation de la personne, aussi de l'emploi visé va faire une différence. Si quelqu'un divulgue, souvent, ce qui arrive dans ma pratique, c'est que la divulgation n'est pas complète. Rarement, on va nommer que j'ai eu une psychose, par exemple. Ce qu'on nomme souvent, c'est plus des symptômes. Par exemple, j'ai un petit peu de difficulté à me concentrer, c'est plus difficile pour moi le matin, ou socialement, j'ai un petit peu plus de difficultés, ça peut être difficile pour moi. Donc, c'est là qu'on va nommer ce genre de choses-là, parce qu'évidemment, je vais être franche avec vous, il y a encore quand même de la stigmatisation. Les gens connaissent peut-être moins bien les médias de la façon que c'est traité, tout ça, la schizophrénie, la psychose, tout ça, c'est un peu plus épeurant. Il y a des maladies plus faciles à nommer, ne serait-ce que la dépression ou un trouble d'anxiété. Ça, déjà, ça va mieux. C'est pour ça qu'il faut rester quand même un petit peu là, faire attention, surtout que le but premier, c'est de trouver un emploi à la personne. Par contre, moi, lorsque la personne divulgue, ça me donne beaucoup plus de poids pour le maintien parce que je peux travailler en collaboration avec l'employeur. Donc, l'employeur est au courant de certaines choses. Donc, si ça va un petit peu moins bien dans l'emploi, bien là, je peux aller négocier des accommodements, par exemple, ajuster l'horaire, prolonger la période de formation. Donc, il y a plein de petites choses qu'on peut mettre en place avec l'employeur pour que ça fonctionne bien. Et souvent, il y a quand même une belle ouverture au niveau des employeurs. C'est sûr et certain que la personne doit être capable de faire le travail. Ils vont des fois accepter, c'est surtout s'il y a une bonne constance, la personne est présente, tout ça, il y a des belles qualités qui sont présentes, ils vont accepter peut-être certaines petites limitations qui sont moins graves, je dirais. En général, c'est ça, les employeurs ont cette ouverture-là. Donc, moi, je vous en donne de l'espoir, j'en place beaucoup de personnes, puis il y a plein de jeunes qui se maintiennent aussi. Ceux qui se maintiennent moins bien, je dirais que il y a plusieurs facteurs qui sont en jeu. Je dirais que la motivation est importante. Il y a aussi le niveau d'anxiété vis-à-vis son sentiment d'efficacité personnelle, ça peut jouer. Mais des fois, on va réduire un petit peu. On va dire, on va commencer par exemple à temps partiel ou on va changer un petit peu d'objectif d'emploi pour quelque chose d'un petit peu plus réaliste pour la personne. Fait qu'on peut toujours travailler ça. Parfois aussi, les jeunes se ramassent, là, j'ai mis la qualité des emplois, dans des emplois peut-être un peu de moindre qualité. Puis ils font le tour assez rapidement. Une fois qu'ils sont en emploi et ils se rendent compte que ça va bien, bien c'est sûr certain que le maintien est un petit peu plus difficile. Puis c'est là que je vais encourager à réfléchir aussi sur un retour aux études pour aller chercher justement des meilleures conditions de travail, des emplois qui ne sont pas trop routiniers ou à la chaîne ou quoi que ce soit. Donc, là, je renvoie la balle à Stéphane qui va justement vous parler un peu plus du soutien aux études. Merci. Alors, je vois passer le temps qui a défilé rapidement au début, donc je vais vous concocter quelque chose. Alors, le soutien aux études, on l'a développé dans la capitale nationale au début des années 2000. Dans le fond, l'objectif, c'est vraiment de favoriser le maintien et la réussite des projets d'études des personnes. Donc, on a 2 volets à notre service. Un premier volet qui va accompagner des personnes qui ont connu malheureusement un arrêt du parcours, dans lequel on va les aider à réfléchir puis à planifier le retour aux études, que ce soit au niveau de est-ce qu'ils retournent dans le même programme qu'ils avaient décidé, est-ce qu'ils retournent à temps plein, à temps partiel, c'est quoi un peu les conditions qui peuvent être mises en place pour que ce soit un maintien de réussite.
Ce n'est pas un processus d'orientation. C'est surtout d'évaluer le projet et de les aider à bien le définir. Ça arrive que si la personne a besoin de faire un processus d'orientation, à ce moment-là, on va collaborer soit avec Pénélope ou avec, par exemple, les Carrefour Jeunesse Emploi ou les services externes de main-d'œuvre. Mais souvent, puis c'est vrai pour tout le monde, ce qu'on voit, c'est que plus le projet est clair et défini, meilleur le taux de maintien de réussite est grand. Donc, d'inviter les personnes à aller voir, bien, la formation qui suit, ça va les amener, ça va ressembler à quoi le marché du travail par la suite? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est quelque chose qui se doit faire dans le temps, là, par la suite, après avoir diplômé? Fait qu'il y a tout ce volet-là qu'on reconnaît qui est important. Et la majeure de notre service, dans le fond, c'est la prochaine vignette, c'est le soutien et l'accompagnement. Ou est-ce que c'est vraiment des rencontres qui se déroulent dans la communauté pour la plupart, quand on n'est pas trop affecté par la pandémie. C'est un moment de s'asseoir avec les personnes puis de vraiment regarder comment se passe le projet d'études. S'il y a des enjeux, des difficultés, des choses qui vont moins bien, l'idée, c'est de regarder, d'essayer de donner un sens à ces difficultés-là, puis d'identifier des stratégies, des moyens pour pallier aux difficultés. Donc, qu'est-ce que la personne peut mettre en place, qu'est-ce qu'elle peut expérimenter. C'est là-dessus que d'une rencontre à l'autre, on va regarder qu'est-ce que ça donne. Fait qu'il y a des fois que la personne va se réajuster. Nous, on connaît assez bien aussi l'ensemble des services qui existent dans les établissements scolaires. Donc, on va mettre les gens en contact aussi avec, par exemple, les services adaptés dans les cégeps. Souvent, nous, l'enjeu qu'on voit, c'est que les gens, au départ, ne souhaitent pas aller s'identifier lorsqu'ils s'inscrivent dans les services adaptés. 5 minutes, Stéphane. Merci. Des fois, de ramener qu'est-ce qui peut être possible là, comme service, comme accommodement qui pourrait être possible. Mais souvent, les gens, ce qu'ils apprécient, c'est le moment où est-ce qu'ils peuvent s'asseoir justement avec l'agent d'intégration pour faire le point sur leur parcours. Certains ont quand même un réseau, là, soit des familles, parents, amis qui va les soutenir, mais pour certains, ils n'auront pas nécessairement ce soutien-là ou ce regard-là, des fois de l'extérieur d'une personne là, pour pouvoir partager sur les préoccupations, mais aussi partager sur les bons coups et les réussites qu'ils vivent là, dans leur parcours scolaire. Ce que les gens apprécient également, c'est que l'intensité, nous, même si ça va bien, on ne dit pas, ben là, ton projet, ça semble bien se dérouler, on ferme le dossier, on demeure actif, c'est plutôt l'intensité qui va s'ajuster dans le temps là, avec la personne. Et peu importe le type de formation ou le niveau d'études, nous, on va accompagner, on peut être présent tout au long là, dans la trajectoire de la personne. Donc, il y a des gens qu'on a commencé à offrir du soutien alors qu'ils complétaient des études au niveau de la formation générale, secondaire 5, qui aujourd'hui sont à l'université puis qu'on est encore dans leur trajectoire, souvent avec beaucoup moins d'intensité, là, mais nous, on suit la personne tout au long. J'irai tout de suite avec des fois vous dire faire autrement. Tantôt, je vous disais, on avait des personnes qui des fois ne veulent pas aller s'identifier vers les services pour avoir des accommodements, là, quand ils voient moins l'enjeu. L'inverse est vrai aussi. Dans les dernières années, c'est sûr, on collabore avec l'ensemble des établissements de la région. Puis eux nous disaient, des fois, on détecte qu'on voit passer des gens qui vont moins bien, mais quand on leur parle d'aller chercher de l'aide, d'aller vers l'extérieur, c'est plus difficile. Nous, on est un organisme en santé mentale, donc des fois, ils ne se reconnaissent pas, ils ne veulent pas venir. Donc, quelques mots pour vous partager une expérience qu'on a vécue avec le Cégep Sainte-Foy, où est-ce qu'on s'est dit, on va travailler différemment. On a dégagé une agente d'intégration aux études. Dans le fond, c'est uniquement elle qui travaille au niveau du Cégep Sainte-Foy, qui a un espace, un bureau qui lui est réservé à tous les mercredis matins. Puis souvent, soit des gens des services adaptés ou les Carrefour Conseils, les psychologues, les travailleurs sociaux, les éducateurs de milieu de vie, des fois, savent que l'intervenante est là, puis ils vont dire à l'étudiant, viens me voir mercredi, je vais te présenter quelqu'un qui peut travailler avec toi pour favoriser le maintien et la réussite. On met très peu d'emphase sur qui on est le Pavois, qu'on est un organisme communautaire. C'est vraiment, on s'assoit puis on travaille tout de suite avec qu'est-ce qui est un enjeu, qu'est-ce qui peut faire obstacle à la réussite. Donc, souvent, les premières rencontres se déroulent dans le cégep, mais éventuellement, on va sortir aussi. Des fois, on peut accompagner, ça veut dire aller chercher du soutien à l'extérieur. On a accompagné des gens justement vers les cliniques, vers les services de santé. Des choses, des fois, où est-ce que les établissements ou les établissements scolaires peuvent moins aller dans la communauté et accompagner.
Ou des fois, malheureusement, la personne aussi connaît un arrêt dans le parcours scolaire et là, l'établissement, les intervenants peuvent moins continuer un suivi. Donc, nous, à ce moment-là, on peut prendre le relais et vraiment travailler en complémentarité. Mais je pense qu'il faut oser faire différemment pour aller vers les personnes plutôt qu'à d'attendre qu'ils viennent. C'est le bout là, que je pourrais vous faire là, rapidement, puis peut-être prendre quelques temps là, pour s'il y a des questions plus précises. Alors, merci à tous les trois. Je pense que c'est vraiment le message d'espoir, effectivement, qui ressort. Comme collaborateur régulier avec le Pavois depuis 20 ans, je dirais que c'est un modèle qui fonctionne aussi à l'université. Mon épouse a été responsable facultaire aux études de la faculté de pharmacie et elle a interpellé le Pavois pour une situation difficile et ça a été assez spectaculaire comme résultat. Donc, il y a eu plusieurs commentaires dans le chat et je pense que ce qui ressortait, c'est vraiment le fait qu'en région, il y a toutes sortes de modèles et il y a toutes sortes de partenaires aussi qui peuvent intervenir et c'est parfait. Je pense que ça prend une diversité de services. Donc, et il y avait une question peut-être qui était restée en suspens. Est-ce qu'il y a du soutien pour les 16-18 ans qui recherchent un emploi d'été ou un emploi en même temps que les études? Je peux me permettre de répondre. Dans le fond, un emploi d'été puis un emploi pendant les études, c'est un emploi régulier. Donc, le programme PEACE peut très bien accompagner un jeune qui veut chercher un emploi de ce genre-là. C'est sûr que pour du court terme, parfois peut-être, si je ne me trompe pas, là, la référence se fait moins souvent, peut-être. Jean-François, tu sais, souvent, si c'est quelque chose de court terme, mais pour le reste, c'est sûr qu'on peut aider des jeunes à se trouver un emploi qu'ils vont aimer, dans lequel ils vont se sentir bien, même si c'est à temps partiel. Puis généralement, les clients qu'on a, on les commence rarement à temps plein aussi. Beaucoup de temps partiel est recherché. Puis ici, si je prends la capitale nationale, même si ce n'était pas PEACE, nous, on a une collaboration avec la pédopsychiatrie actuellement. Donc, où est-ce que les intervenants travaillent avec le projet de vie de la personne? Donc, si c'est de l'emploi, on va accompagner dans ce projet-là, effectivement. D'ailleurs, nous, auparavant, le Pavois était 18 ans et plus. Et pour justement pouvoir commencer à intervenir plus rapidement et accompagner, on a descendu l'âge pour le soutien aux études et l'emploi au niveau de 16 ans. Moi, en tout cas, je dirais que